Mon mari m'a jeté son verre au visage. 200 personnes regardaient. Mon mari m'a jeté son verre au visage. 200 personnes regardaient. Il a hurlé que j'avais regardé d'autres hommes. J'ai essuyé le vin de mon visage, avec le revers de ma main, j'ai marché droit vers le microphone. Et j'ai révélé à la salle, ce qu'il avait fait à sa première femme. Les gilets de sauvetage étaient encore scellés, dans leur emballage en plastique. Les étiquettes n'avaient jamais été coupées, reposant dans un box de stockage. Dont mon mari avait juré, qu'il ne contenait que les meubles de sa défunte grand-mère. Bayview Self Storage, box 2 cents 14, 41, 00 $ par mois, payé automatiquement. Depuis un compte dont j'ignorais l'existence, jusqu'à ce que je trouve le relevé bancaire. Plié à l'intérieur de l'un des gilets, comme un marque-page que personne ne devait jamais trouver. 6 mois avant cet après-midi-là, j'avais trouvé la clé de ce box. Scotché sous le lavabo de notre salle de bain. J'ai demandé à Ahmet, ce qu'elle ouvrait. Il m'a dit que c'était de vieux meubles, des cartons d'avant notre rencontre. Rien qui vaille la peine d'être mentionné. J'ai laissé couler, de la façon dont j'avais appris, à l'époque. A laissé couler beaucoup de choses. Ce n'est pas l'instinct, qui m'a finalement poussé à entrer seul dans ce box. C'est sa mère, lors de Thanksgiving, prononçant à voix haute le nom d'une femme morte. Puis le ravalant tout entier, comme si elle pouvait le reprendre. Simplement en s'arrêtant de parler assez vite. Mais il vous faut d'abord connaître, les 6 mois précédant ce mardi-là. Rien de tout cela n'a de sens, sans eux. J'ai rencontré Ahmet Vance sur un quai, ce qui semble bien plus romantique. Que ça ne l'était en réalité. J'enseignais la voile pour débutants, à la marina de Bayview, depuis 11 ans à l'époque. Certifié ASA, j'étais le genre de monitrice, que les familles du port demandaient par son nom. Parce que je ne criais pas. Et je ne laissais jamais personne quitter le ponton, sans avoir vérifié 2 fois. Son propre gilet de sauvetage. Ahmet s'est présenté pour une leçon privée, un mardi après-midi, dans un bateau trop beau. Pour un homme qui ne savait pas faire un nœud de taquet, et il s'est moqué de lui-même à ce sujet. Avant que je ne puisse le faire, ce qui m'a plu. Il posait de bonnes questions. Il laissait des pourboires aux garçons de quai, sans qu'on le lui demande. Il se souvenait de ma commande de café, dès la 2e leçon. Je ne savais pas encore, que sa première femme s'était noyée sur un voilier. 4 ans avant qu'il ne mette les pieds sur le mien. Il a fini par me le dire, de la voix la plus douce. Que j'ai jamais entendu de la part d'un homme adulte, un accident de bateau, il y a 6 ans. Une vague scélérate au large de la pointe, le genre de choses que les experts en assurance appellent un cas de force majeure, et que tout le reste du monde qualifie simplement de terrible malchance. Il a dit qu'il n'avait pas été capable de regarder un bateau, pendant les 2 années qui ont suivi. Je me souviens avoir pensé, que cela expliquait le tremblement de ses mains. La première fois qu'il a pris la barre, avec moi à ses côtés. J'ai senti quelque chose s'adoucir en moi, ce que je reconnais maintenant, avec le recul. Comme le moment exact, où j'ai décidé d'arrêter de poser des questions. Que je n'avais même pas encore pensé à poser. Nous nous sommes mariés, il y a 3 ans, dans un jardin derrière la maison de sa mère. 40 invités, aucun téléphone portable autorisé, lors de la cérémonie. C'était son idée, romantique à l'époque. J'ai gardé mon propre nom de famille, Fenwick, principalement pour les papiers de la marina. Et, si je suis honnête, une petite part têtue de moi-même voulait qu'une chose dans ma vie reste entièrement la mienne. Ahmet n'a jamais rien dit à ce sujet, à voix haute. Il a simplement arrêté, après cela, de me présenter par mon nom, lors de ces événements. Ce que j'ai remarqué, sans l'examiner. De la même façon qu'on n'examine pas, une micro-fissure sur un pare-brise. Jusqu'à ce que tout éclate d'un seul coup. Mes propres parents étaient décédés, à 1 an d'intervalle, quand j'avais 26 ans. Ma mère d'abord, mon père 11 mois plus tard, de cette façon si particulière. Où les veufs s'éteignent tout simplement. Et j'avais passé, la plus grande partie de ma vingtaine, à traiter l'équipe de la marina. Comme ce qui se rapprochait le plus d'une famille. Une troupe tournante de garçons de quai, et de vieux loups de mer.
Qui m'avait vu grandir sur cette eau. Quand je me suis marié dans la famille Vance, je me suis dit que j'avais enfin, d'un seul coup, retrouvé une famille entière. Une belle-mère qui se souvenait de mon anniversaire, des fêtes avec une table bien remplie. Quelqu'un a appelé en cas de coupure de courant. Il m'a fallu plus de temps que je n'aurais dû, pour remarquer que chacun de ces rassemblements se déroulait selon les conditions des Vance, dans les maisons des Vance. Avec les listes d'invités des Vance, et organisées, sans jamais demander qui j'aurais pu vouloir y inviter à la place. Notre garage sentait toujours légèrement l'huile de teck, provenant d'un coffre de quai. Quand maître tapait depuis avant notre mariage, sans jamais l'avoir terminé. Je gardais un bocal de pièces de monnaie, près de la porte d'entrée, pour le parc-maître du port. Ainsi qu'une photo de l'ancien cap Dory de ma grand-mère. Scotché à l'intérieur d'un placard de cuisine, où moi seul regardais. Le carillon des Delacroix, juste à côté, tintait tous les soirs vers 18h. Quand la brise du port se levait, ce qui me permettait de savoir, la plupart du temps. Quand commençait à préparer le dîner, sans même regarder l'horloge. Je me souviens de tout cela clairement, le décor ordinaire d'une vie. Jusqu'au moment où j'ai compris, à quel point tout avait été arrangé autour de moi. Au lieu d'avec moi. Le traitement par le silence a commencé, dès notre première année. 3 jours de néant. Aucune dispute, aucune explication, juste une porte fermée un peu trop doucement. Et une version d'Emmette, qui regardait à travers moi à la table du dîner. Si je riais trop longtemps à la blague d'un autre homme en soirée. Ou si je remerciais un serveur avec trop de chaleur. La première fois que c'est arrivé, je l'ai suivi dans la chambre. Et je lui ai demandé carrément ce que j'avais fait. Il m'a regardé, comme si la question elle-même, était la preuve de quelque chose. Tu ne sais vraiment pas, a-t-il dit, sans que ce soit une question, et il a éteint la lampe. Je suis resté éveillé, essayant de reconstituer toute la soirée de mémoire. Cataloguant chaque rire, chaque main que j'avais frôlée au passage, à la recherche de mon crime. Je me disais que c'était l'amour qui s'inquiétait, l'amour qui remarquait des choses que les autres ne voyaient pas. Quand je l'ai finalement interrogé, sur ce schéma répétitif, 18 mois plus tard, il m'a dit, très calmement, qu'il ne me punissait pas, mais qu'il avait juste besoin de temps. Pour arrêter d'imaginer des choses qui lui faisaient mal à la poitrine. Je me souviens lui avoir présenté des excuses. Je me souviens avoir pensé, que c'était généreux de sa part. D'être si honnête quant à sa propre douleur, au lieu de me blâmer de l'avoir causée. Il se passerait beaucoup de temps, avant que je ne comprenne. Que ces deux choses avaient été vraies en même temps, et qu'une seule d'entre elles n'avait jamais été un accident. Dès la 2e année, il lisait mes textos, par-dessus mon épaule, pendant le dîner. Sans se cacher, se penchant ouvertement, de la même façon qu'un homme vérifie la météo. À la 3e année, j'avais arrêté de porter quoi que ce soit qu'il n'ait pas approuvé au préalable. Non pas parce qu'il avait prononcé une seule fois le mot « approuvé », mais parce que la seule fois où j'ai porté une robe verte qu'il n'avait pas vue. Pour la fête de départ à la retraite de son associé, il ne m'a pas adressé la parole. Jusqu'au dimanche. Et à ce moment-là, j'avais suffisamment bien appris le calcul, pour arrêter de faire l'expérience. Je me disais que chaque mariage avait ses propres négociations. Je me disais que des choses bien pires arrivaient à d'autres femmes. Je suis devenu très doué, durant ces années, pour me raconter des histoires. Ma colocataire d'université, Odette, avait l'habitude de prendre l'avion, chaque mois de mars. Pour un long week-end, juste nous deux, une tradition qui précédait Emmette d'une décennie. La 3e année, il nous a réservé un voyage surprise. Pour notre anniversaire de mariage sur la côte, exactement la même semaine, billets déjà achetés. Non remboursable, présenté au petit déjeuner avec un sourire. Qui me mettait au défi d'être autre chose que reconnaissante. J'ai appelé Odette, depuis la salle de bain de ce complexe hôtelier, pour annuler. Ma voix faisant ce qu'elle faisait toujours, en présence d'Emmette à l'époque, enjouée, désolée. Et légèrement trop rapide. Elle est restée silencieuse à l'autre bout du fil, pendant un long moment. Puis elle a dit avec prudence, que c'était la 3e année consécutive
que quelque chose se présentait, la même semaine en mars. Et est-ce que je l'avais seulement remarqué? Je lui ai dit qu'elle interprétait beaucoup trop, une simple coïncidence. Elle n'a plus appelé aussi souvent, après cela. Je me suis dit que c'était normal, ça aussi. Les amitiés s'éloignent, les gens sont occupés. Et je ne me suis pas laissé aller à terminer la pensée. Selon laquelle cet éloignement avait une forme, et que cette forme, c'était le calendrier d'Ahmet. Il y a 2 mois, j'ai trouvé un traceur GPS, attaché avec des colliers de serrage sous ma voiture. Coincé derrière le pare-choc, où je ne l'ai découvert, que parce que j'étais à genoux. À la recherche d'une boucle d'oreille tombée. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a dit qu'il voulait juste s'assurer que j'étais en sécurité. La voix douce, la main sur ma joue, le ton exact qu'il avait utilisé. Le soir où il m'avait expliqué ses silences, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais qui, pour une nuit de plus, ne m'a rien révélé du tout. Je l'ai remis, exactement là où je l'avais trouvé, et je n'ai rien ajouté. Ce fut la première fois, que j'ai compris clairement. Et sans le brouillard à travers lequel je pensais d'habitude en sa présence. Que je n'allais plus jamais résoudre ce problème, en lui posant directement la question. La clé du box de stockage était apparue, 6 mois avant le traceur. Ce qui signifiait qu'au moment où j'ai trouvé la deuxième chose qu'il me cachait. J'avais déjà pris la petite habitude glaciale, de remarquer les choses, sans rien dire. Je l'ai trouvé scotché sous le lavabo de la salle de bain. Alors que je remplaçais un siphon qui fuyait. Une petite clé en laiton, sans porte-clés, sans étiquette, rien pour l'identifier. J'avais posé la question une fois, l'air de rien, au petit déjeuner. Ne nous sommes-nous pas débarrassés de tout ce qui datait d'avant notre rencontre? Pendant le déménagement? Je l'ai regardé décider, en temps réel, si la question était dangereuse. Il n'a pas levé les yeux de son café. Le stockage revenait moins cher que de tout transporter pour en faire don, a-t-il affirmé. Quelques vieux meubles de salle à manger de sa mère, rien qui ne justifie le déplacement. Il avait apparemment conclu, que la question n'était pas dangereuse. Parce qu'il y a répondu avec aisance, et je l'ai cru pendant 6 mois. Je veux être honnête à ce sujet, parce que la version de cette histoire, où j'aurais tout suspecté depuis le début, n'est pas la vraie. Je l'ai cru, parce que le croire était plus facile. Et parce qu'une part de moi dont je ne suis pas fier, était devenue très douée, à ce moment-là. Pour choisir la facilité. Puis, sa mère a mentionné Adeline, à Thanksgiving. Hélène Vance avait 71 ans, l'esprit aussi tranchant qu'un couteau à fileter. Et ne se montrait presque jamais imprudente avec ses mots, ce qui explique exactement. Pourquoi ce lapsus a eu un tel impact? Nous débarrassions les assiettes, et elle a dit, à propos de rien, eh bien, toi au moins. Tu manges, ma chérie. Pas comme la pauvre Adeline. Elle est ensuite devenue si pâle et si silencieuse, que j'ai compris. Avant de comprendre quoi que ce soit d'autre, que je venais d'entendre quelque chose. Que je n'aurais jamais dû entendre. Ahmet a changé de sujet si vite, que j'ai failli manquer la manœuvre. Interrogeant son père sur les Steelers, une équipe dont aucun de nous n'avait discuté. En 4 ans de repas de fête, et cela a fonctionné sur tous les autres convives, autour de cette table. Cela n'a pas fonctionné sur moi. J'ai fait des recherches sur elle, cette nuit-là dans le lit. La luminosité du téléphone baissait au minimum, Ahmet endormi à côté de moi. Avec un bras lourd jeté en travers de ma hanche, telle une ancre. Adeline Vance, mariée à Ahmet pendant 6 ans, s'est noyée sur leur voilier, il y a 6 ans. Au large de cette même pointe, qu'il m'avait dit un jour ne plus pouvoir regarder. Un drame jugé accidentel, par la patrouille maritime du comté. Une petite nécrologie, de 4 phrases, aucune photographie, aucun article de suivi. Une marina, ma marina, celle où j'avais travaillé pendant 11 ans, à 3 pontons de là. Où Ahmet gardait maintenant son bateau, et je n'avais jamais, pas une seule fois, entendu prononcer son nom. Hélène m'a dit quelque chose un jour, des années avant tout ça, dont je n'ai compris le poids. Que bien plus tard. Nous faisions la vaisselle, après un dîner de fête, et elle a raconté, à propos de rien, que le père d'Ahmet dirigeait leur maison, de la même façon qu'il dirigeait sa compagnie maritime.
Chaque décision lui appartenait, chaque dollar était comptabilisé. Chaque dispute était gagnée avant même d'avoir commencé. Et qu'Emmett avait juré, lorsqu'il était adolescent, qu'il ne laisserait jamais une femme le faire se sentir aussi insignifiant que son père l'avait fait se sentir, elle. Je me souviens avoir pensé, sur le moment, que c'était une chose adorable à dire. À propos d'un homme qui, de toute évidence, adorait sa femme. Il faudrait des années, avant que je ne comprenne qu'Emmett n'avait pas du tout rejeté le modèle de son père. Il avait juste décidé qu'il préférait être celui qui tient le stylo. J'ai ouvert le box de stockage, seul, un mardi. Pendant qu'Emmett assistait à une réunion du conseil d'administration, à l'autre bout de la ville. J'ai utilisé une clé, que j'avais fait copier dans une quincaillerie. À 2 sorties d'autoroute de la marina, dans une ville où personne ne s'étonne qu'une femme fasse un double, pour le box de stockage de son propre mari. À l'intérieur se trouvaient 4 cartons, étiquetés avec une écriture qui n'était pas celle d'Emmett. Des lettres rondes et soignées, dont j'apprendrai plus tard quelles étaient celles d'Adeline elle-même, de l'année où elle les y avait rangées en personne. 2 gilets de sauvetage, encore scellés dans leur plastique d'origine. Les étiquettes jamais coupées, d'une marque que la marina avait cessé de vendre 5 ans auparavant. Une pile de brochures, de cours de natation du programme de ma propre marina, non ouverte. Datées de l'été précédant sa mort. Des cours auxquels Adeline s'était apparemment inscrite, et qu'elle n'avait jamais suivis. Ou qu'on ne l'avait jamais autorisée à suivre. Et, dans un simple dossier en papier craft, près du fond, il y avait des emails imprimés. Échangés entre Emmett, et un nom que je reconnaissais. Sur chaque police d'assurance corps de navire de notre propre quai, démarque Marine Underwriters. Daté de 2 semaines avant l'accident. L'objet indiquait, délai de versement, réclamations accélérées. Il avait demandé, par écrit, avec ses propres mots. À quelle vitesse un paiement pouvait être traité, après un décès en mer. Je suis resté assise sur le sol en béton, de ce box de stockage, pendant très longtemps. J'aimerais vous dire que j'ai ressenti, quelque chose de dramatique, de la rage. Du chagrin ou de la peur. En réalité, j'ai surtout eu très, très froid. Ce froid spécifique de comprendre, que l'homme endormi à côté de moi chaque nuit avait dépensé de l'argent réel, pour conserver quelque chose de climatisé et sous clé. Pendant 6 ans. Qu'il n'y avait aucun meuble, et que tout cela avait simplement attendu que quelqu'un finisse par venir chercher. J'ai lu les brochures des cours de natation, de la première à la dernière page. Assise sur ce béton froid, de la façon dont on lit un menu. Dans un restaurant où l'on sait déjà qu'on ne commandera rien. Un programme d'été, 6 séances, un numéro de téléphone pour l'accueil de la marina. Que j'ai reconnu parce que c'était le mien. Adeline avait appelé mon propre bureau, un certain mois de juin, avant même que j'y travaille. Pour demander des cours, qu'elle n'a jamais pu suivre. J'ai retrouvé la sœur d'Adeline la même semaine, grâce à une vieille photo de mariage. Que quelqu'un avait identifiée en ligne, des années plus tôt, sans jamais la retirer. Marisol Devreux, debout à côté de sa sœur, dans une robe verte de demoiselle d'honneur. Toutes deux riant, de quelque chose hors du cadre. Je lui ai envoyé un message, que j'ai mis 40 minutes à écrire, et qui ne disait presque rien. Elle a répondu dans l'heure. Elle m'a confié plus tard, qu'elle attendait depuis 6 ans, que quelqu'un, n'importe qui, lui pose une vraie question sur la mort de sa sœur, au lieu d'une question aimable. Nous nous sommes vus 4 fois, au cours des 2 mois suivants, toujours à sa table de cuisine. Toujours sous la supervision de ses 2 chats, depuis le rebord de la fenêtre. La première fois, nous n'avons presque pas parlé d'Adeline. Marisol a préparé du thé, qu'aucune de nous n'a bu, et elle m'a posé, avec prudence, des questions détournées sur mon propre mariage. Je n'ai compris qu'après coup, qu'elle vérifiait discrètement, si j'étais suffisamment en sécurité, pour qu'elle puisse continuer à me parler. La deuxième fois, elle a sorti une boîte à chaussures remplie de photos. Adeline sur ce même voilier, 2 étés avant sa mort, riant, le nez attrapant des coups de soleil. Vivante d'une manière que la courte nécrologie n'avait jamais laissé supposer.
J'ai regardé ces photographies, plus longtemps que je n'en avais l'intention. Parce que quelque part, au milieu de cette boîte, j'ai cessé de voir la défunte épouse d'un inconnu. J'ai commencé à voir une femme qui s'était assise à cette table exacte. S'inquiétant des mêmes choses exactes qui m'inquiétaient, dans les années précédant ma rencontre, avec l'homme qui allait finir par m'épouser, moi aussi. Lors de la 3e visite, elle m'a montré la lettre qu'Adeline lui avait postée. La semaine de sa mort. Écrite à la main, pliée en 8, le genre de lettre que vous rédigez, quand vous soupçonnez déjà que quelqu'un pourrait en avoir besoin. Il était écrit, avec l'écriture soignée et ronde d'Adeline, que si jamais quoi que ce soit lui arrivait sur ce bateau, ce n'était pas un accident. Et qu'elle aimait sa sœur, plus qu'elle n'avait jamais réussi à le dire à voix haute. Marisol l'avait lu tellement de fois, que les plis étaient devenus aussi doux, que du tissu. À la 4e visite, elle m'a montré les registres de la marina, de la semaine de l'accident. Ce qu'Emmett avait, selon le dossier original, égaré. Alors qu'il aidait les enquêteurs à reconstituer la chronologie des événements. Ces registres n'avaient jamais refait surface, jusqu'à ce que Marisol trouve des copies. Archivées au bureau du capitaine de port. Par un employé à qui on n'avait simplement jamais demandé de chercher. Elle m'a montré le rapport de police initial, fin comme un dépliant. Signé par un certain sergent Foster Aldouin, de la patrouille maritime du comté. Il avait alors 19 ans d'expérience sur l'eau, et avait conclu à une mort accidentelle. En 11 jours chrono. C'est ce même homme qui, lorsque Marisol a tenté de rouvrir le dossier il y a 4 ans, lui a dit sur un message vocal, que le chagrin poussait les gens à voir des complots. Là où il n'y a que la météo. Elle avait roulé 3 heures jusqu'à son bureau, cette année-là, avec son propre classeur. Assemblé à la main, rempli du même instinct, pour lequel j'avais maintenant des preuves. Il l'avait raccompagné lui-même jusqu'au parking, gentiment. De la façon dont on raccompagne quelqu'un qui nous fait pitié, plutôt que quelqu'un que l'on croit. Elle m'a dit qu'elle était restée assise dans sa voiture, sur ce parking. Pendant 40 minutes après ça, avant de se faire confiance pour conduire jusque chez elle. Elle avait presque entièrement abandonné après cela, jusqu'à ce qu'une femme étrange, qu'elle n'avait jamais rencontrée, lui envoie un message, 6 ans trop tard. Posant une vraie question pour la toute première fois. Une pièce supplémentaire est venue, d'un endroit où je n'avais pas pensé chercher. Silas Okonkwo, le maître de quai de la marina, depuis près de 30 ans. M'a mentionné de manière désinvolte, un après-midi il n'avait aucune idée. De ce qu'il me livrait, qu'il se souvenait du jour, où le bateau d'Adeline était rentré sans elle. Il s'en souvenait parce que c'était lui qui l'avait enregistré. Et parce que le camion d'Emmett n'était pas du tout sur le parking de la marina, ce matin-là. Pas avant que les gardes-côtes n'aient déjà été appelés. Personne ne l'avait jamais interrogé à ce sujet. Aucun des enquêteurs, il y a 6 ans, n'avait pensé à vérifier le registre du parking. D'une marina située à 3 pontons, de l'endroit où le bateau avait été mis à l'eau. Parce que personne, il y a 6 ans, n'avait pensé qu'il y avait quoi que ce soit à vérifier. Il y a eu un mardi, où j'ai bien failli tout perdre, avant même que les choses n'aillent plus loin. Emmett est rentré tôt du bureau, à l'improviste, alors que mon ordinateur portable était posé ouvert sur l'îlot de la cuisine, sur un brouillon de mail pour Marisol. Que je n'avais pas fini d'envoyer. Je l'ai fermé trop vite, le pavé tactile dérapant, et il m'a demandé, avec la plus grande douceur, à qui j'écrivais. Je lui ai répondu qu'il s'agissait du courtier en assurance de la marina. À propos du renouvellement de notre propre police de responsabilité civile. Cela se trouvait être vrai, ce même mois, pour une raison totalement indépendante. Le seul mensonge de toute cette histoire, que j'ai dit avec facilité, parce qu'une partie n'était pas du tout un mensonge. Il a hoché la tête, et est allé enlever son costume. Je suis resté très immobile, à cet îlot, pendant 1 minute entière, après qu'il a quitté la pièce. À l'écoute de mon propre pouls. Ensuite, j'ai déplacé le reste de mes recherches, dans un dossier cloud. Pour lequel il n'avait jamais demandé le mot de passe, car en 3 ans de mariage. Il n'avait jamais, pas une seule fois, eu besoin de le demander. J'ai tout apporté, à l'inspectrice Imogen Castellon.
16 ans dans l'unité des affaires classées du comté, une femme qui a écouté les 10 premières minutes de mon histoire, sans rien noter, puis m'a demandé très calmement si j'avais un endroit sur où dormir, qui n'était pas ma propre maison. Cette question m'en a dit plus, sur le sérieux avec lequel elle prenait l'affaire, que tout ce qu'elle a pu dire par la suite. Elle a expliqué qu'une noyade vieille de 6 ans, classée comme accidentelle, n'était pas facile à rouvrir, sur la base d'une lettre et d'une intuition. Cependant, un email à l'assurance, s'informant des délais de versement accélérés. 2 semaines avant un décès, associé à la lettre d'une sœur. Et à un veuf qui s'était remarié depuis, et qui, selon les dires de sa nouvelle épouse, payait encore pour stocker l'équipement de sécurité intact de sa femme décédée. Cela constituait un tout autre type de dossier. Elle a fait appel à Petra Lindqvist, une enquêtrice antifraude, forte de 14 ans d'expérience, à la commission des assurances de l'État. Celle-ci a confirmé, en moins d'une semaine, que B-Mark avait traité le versement d'Adeline en 9 jours. Pour une police qui prenait généralement 6 à 8 semaines pour être validée. Accélérée à la propre demande écrite du titulaire de la police. La même demande qui se trouvait dans le dossier, que j'avais photographié sur le sol de ce box de stockage. Castellon a également envoyé les 2 gilets de sauvetage scellés, pour examen, à un spécialiste des équipements maritimes, nommé Otis Berglin, 26 ans d'expérience, dans la certification des équipements de sécurité, pour la garde côtière auxiliaire. Il a confirmé, dans un rapport de 2 pages, que la mousse à l'intérieur ne s'était pas dégradée. Comme 6 ans dans un box de stockage humide aurait dû le causer. Ce qui signifiait que les gilets avaient été achetés, et scellés quelque temps après la mort d'Adeline, et non avant. Un détail qui transformait il ne la laissait jamais prendre de cours de natation. De tristes notes de bas de page, en quelque chose de plus proche, d'une preuve mise en scène. Simulant une inquiétude, qu'Emmett n'avait jamais réellement eu, de son vivant. Obtenir le reste, a nécessité des formalités administratives, que je n'ai jamais vues. Et que je n'aurais pas pu comprendre, même si c'était le cas. Castellon a apporté le dossier en personne, au bureau du procureur. Et un juge a signé une assignation, obligeant B-Mark à divulguer 6 années de correspondance sur la police, et pas seulement l'unique email qu'Emmett ignorait qu'Adeline avait imprimé, et mis en carton. Le bureau du procureur voulait que le dossier soit inattaquable, avant que quiconque ne s'en prenne directement à Emmett. Non pas pour lui faire une fleur, m'a dit Castellon froidement, mais parce qu'un homme riche, avec un bon avocat, n'avait besoin que d'une seule erreur de procédure, pour s'en sortir libre. Et elle n'allait pas lui en offrir une, sous prétexte d'aller plus vite que ce que les preuves lui permettaient de faire. Castellon m'a dit, la 2e fois que nous nous sommes rencontrés, que ce dont elle avait le plus besoin, ce n'était pas de plus de documents. C'était du temps, et de ma propre présence ordinaire, maintenue dans mon propre mariage. Assez longtemps, pour que l'affaire puisse avancer, sans qu'Emmett ne se doute de quoi que ce soit. J'ai détesté cette réponse. Je l'ai quand même comprise. Je faisais ce genre d'attente bien particulier, sans en connaître le nom, depuis déjà 3 ans. Le gala de la Fondation Vance était prévu pour le dernier samedi de janvier. C'était la soirée où Emmett devait être honoré, en tant que philanthrope de l'année. Pour un fonds de bourse d'études, dont je comprenais maintenant, avec une nausée que je n'avais pas encore totalement digérée, qu'il avait été financé en partie par un versement d'assurance vieux de 6 ans. Marisol et moi avions planifié notre coup, depuis 6 semaines à ce moment-là. Elle avait accepté, après que je lui ai demandé 2 fois pour être sûr d'y assister en tant qu'invité d'un donateur de la fondation. J'avais moi-même arrangé sa place à la table 14. Par l'intermédiaire de la coordinatrice de l'événement. Cette dernière me devait une faveur, pour un mariage que j'avais aidé à organiser 2 étés plus tôt. Faye Corwin, une journaliste avec 9 ans d'expérience au Business Journal, m'a trouvé. Plutôt que l'inverse. Elle travaillait discrètement, depuis 3 semaines déjà, sur son propre angle d'approche. Concernant le schéma des réclamations accélérées de B-Mark. Cela n'avait aucun lien avec Adeline au départ, elle traquait plutôt un modèle répétitif.
auprès de 4 autres assurés. Castellon nous a mis en contact, à la condition que je ne dise presque rien d'officiel. Avant que le dossier ne soit prêt. Faye a accepté sans se plaindre, ce qui m'a prouvé qu'elle comprenait. À quel point l'histoire qu'elle avait sous les yeux, était bien plus vaste que celle avec laquelle elle avait commencé. Elle serait elle aussi au gala, accréditée, les caméras autorisées. Observant la scène avec un article déjà rédigé, et un rédacteur en chef. Qui lui faisait suffisamment confiance, pour ne pas appuyer sur le bouton. Avant qu'elle n'en donne l'ordre. En m'habillant ce soir-là, dans une robe bleu marine qu'Ahmet avait lui-même choisie. Boucle bouclée, délibérément, je me suis dit que je le voulais à l'aise, que j'étais prête. Mes mains ne tremblaient pas encore. Cela est venu plus tard, dans la salle de bal, quelque part entre le quatuor à cordes. Et le moment où son discours de remerciement s'est achevé, face à 200 personnes debout. La salle de bal sentait le lys, la cire de bougie, et ce rien de spécifique, luxueux. D'une pièce où le parfum de chacun, coûtait plus cher que ma première voiture. Hélène était assise à la table d'honneur, elle aussi vêtue de bleu marine. Elle se tamponnait les yeux, pendant le discours d'Ahmet sur l'héritage, et les secondes chances. Je me souviens avoir regardé ses mains, en repensant à la vaisselle que nous avions lavée ensemble. Des années auparavant. Je me demandais quelle part de ce que je savais maintenant, elle l'avait aussi toujours à moitié su. D'une manière prudente et non examinée, de cette façon dont les familles savent des choses. Qu'elles ont convenu de ne jamais dire à voix haute. Marisol a croisé mon regard une fois, à travers la pièce, juste une fois. Et elle a détourné les yeux, assez vite pour que personne d'autre ne le remarque. J'ai passé l'heure du cocktail, à tenir un verre d'eau pétillante, que je n'ai jamais fini. Le dossier reposait contre ma hanche, à l'intérieur de ma pochette. Comme une chose dotée d'un pouls. J'étais près du bar, juste après, en train de parler à un vieil ami de mon père. Que je n'avais pas vu depuis des années, quand Ahmet a traversé la pièce. Assez vite pour que son vin déborde du verre, avant même de m'atteindre. Il n'a pas demandé qui était cet homme. Il n'a pas baissé la voix. Il m'a jeté son vin, et a hurlé, devant les donateurs, les membres du conseil d'administration. Et le photographe de Faye Corouin, que je savais très bien. Qu'il ne fallait pas regarder d'autres hommes. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. De cette façon si particulière où 200 personnes se taisent. Lorsqu'elles viennent de voir quelque chose, qu'elles raconteront pendant des années. Un serveur m'a offert une serviette, sans croiser mon regard. Mon cœur battait si fort, que je pouvais le sentir, jusque derrière mes dents. J'ai essuyé mon visage, avec le revers de ma main, et j'ai marché vers la scène. Où se trouvait encore le microphone, de son discours de remerciement prononcé 20 minutes plus tôt. La sécurité a hésité, se regardant les uns les autres, au lieu de me regarder moi. De la façon dont les gens réagissent, quand la femme qui marche vers une scène ne correspond à aucune menace, à laquelle on les a formés à s'attendre. Personne ne m'a arrêté. Mon mari vient de me jeter son verre au visage, pour avoir parlé à un homme, ai-je déclaré? D'une voix plus assurée que je ne me sentais. Il dit à tout le monde ici que c'est parce que je l'ai provoqué. Il disait exactement la même chose, de sa première femme. Jusqu'à ce qu'elle se noie seule, sur un bateau sur lequel il n'est jamais monté une seule fois avec elle. Des halètements ont parcouru les tables. Le visage d'Ahmet est devenu blanc, puis d'un rouge profond et furieux. Assieds-toi, a-t-il sifflé, s'avançant déjà vers la scène. J'ai brandi le dossier, que Marisol m'avait donné 2 soirs plus tôt. Celui que j'avais porté pendant toute l'heure du cocktail, comme s'il risquait de prendre feu. Les gilets de sauvetage encore scellés, dans le carton. Les cours de natation, qu'il ne l'a jamais laissé prendre. Un email demandant à sa compagnie d'assurance, à quelle vitesse un paiement est effectué. Après un décès en mer, envoyé 2 semaines avant sa mort. C'est un mensonge, a dit Ahmet, plus fort maintenant. Il était assez près de la scène, pour que je puisse voir sa main se refermer sur le pied du microphone. Demandez-lui vous-même, ai-je répondu. Quelque part vers le fond, un téléphone était déjà levé, en train de filmer.
Le président du propre conseil d'administration d'Ammet était assis pétrifié. Sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Et c'est alors que Marisol s'est levée de la table 14, toujours vêtue de vert. Et a commencé à marcher vers la scène. Elle ne s'est pas arrêtée au pied de celle-ci. Elle a monté les 2 marches, en petits talons, s'est redressée. Et a pris le microphone des mains d'Ammet. Avant même qu'il n'ait pleinement réalisé qu'elle tendait la main pour le prendre. Un mouvement petit et décisif, qui semblait ne rien lui coûter, bien que je sache pertinemment que cela lui avait coûté 6 années. Ma sœur s'appelait Adeline Devrevance, a-t-elle annoncé, à une salle devenue si silencieuse que je pouvais entendre la machine à glaçons, derrière le bar. Elle m'a écrit une lettre, la semaine de sa mort. Je l'ai dans mon sac, en ce moment même. Et je la montrerai à n'importe quel journaliste, n'importe quel inspecteur, n'importe quel avocat. Dans cette salle, qui voudrait la lire ce soir? Elle a regardé Ammet, sans élever la voix du tout, ce qui, d'une certaine manière, a frappé beaucoup plus fort, que s'il y avait eu des cris. Tu as dit à tout le monde, qu'elle est sortie sur ce bateau en étant heureuse. Tu n'es jamais, pas une seule fois, monté sur ce bateau avec elle. Ni ce jour-là. Ni aucun autre jour de cet été-là. J'ai les registres de la marina, qui le prouvent. Ammet s'est jeté sur le dossier, entre mes mains, au lieu de lui répondre. Ce qui était la pire chose à faire, devant un photographe qui prenait déjà des clichés en rafale. 2 agents de sécurité, qui avaient hésité, face à une femme marchant calmement vers une scène. N'ont pas hésité une seconde, face à un homme cherchant à s'emparer de preuves, devant 200 témoins. Ils l'avaient attrapée par les 2 bras, avant même qu'il n'atteigne la 2e marche. Elle allait partir de toute façon, a-t-il lâché, ni à moi, ni à Marisol. À personne en particulier. Les mots sortant de lui, comme quelque chose qui avait été sous pression pendant 6 ans. Et qui avait enfin trouvé la faille. La salle l'a entendu. Le photographe de Faye-Corouin l'a entendu. L'inspectrice Castellon, à qui j'avais demandé de se trouver dans les parages ce soir-là. Sans jamais lui dire exactement pourquoi, en a entendu parler, 11 minutes plus tard. Parce que 3 donateurs distincts ont appelé la ligne non urgente de la police. Avant même que je ne sois descendu de la scène. Puis, presque dans un même souffle, la moitié des téléphones de la salle se sont allumés d'un seul coup. Une douce vague décalée de lumière bleue, à travers des dizaines de tables. Le son bien spécifique de 200 personnes, recevant la même notification. À moins de 30 secondes d'intervalle. L'article de Faye avait été mis en ligne, avec un embargo, qu'elle avait fixé à 21h pile. Des semaines avant, que l'une ou l'autre de nous ne sache, qu'il tomberait dans la même pièce. Que l'homme dont il parlait. Ouverture d'une enquête pour fraude chez Baymark, concernant un paiement en 9 jours. Suite à la noyade de Vence. Le propre président du conseil d'administration de la fondation, l'a lu sur son téléphone. Debout à 1 mètre de l'homme, à qui il avait remis un prix, 20 minutes plus tôt. Ammet n'a pas passé cette nuit-là, dans une cellule de prison. Les accusations d'entrave à la justice, et de fraude à l'assurance, nécessitent de la paperasse. Pas des menottes lors d'un gala. Mais il est tout de même parti, à l'arrière d'une voiture de patrouille, 1 heure plus tard. Après que l'inspectrice Castellon est arrivée, et lui a demandé. Devant ce qu'il restait du conseil d'administration. De venir répondre volontairement à quelques questions. Il a accepté, principalement, je pense, parce qu'un refus devant tant de donateurs lui aurait coûté quelque chose, qu'il n'avait pas encore pleinement compris avoir déjà perdu. Je n'ai pas dormi dans notre maison, cette nuit-là, ni pendant les 6 semaines qui ont suivi. Castellon avait eu raison, sur ce point aussi. J'ai demandé le divorce 9 jours plus tard, et une ordonnance de protection, la même semaine. Une fois que l'unité des violences conjugales du département a examiné 3 années documentées de traitement par le silence, un traceur GPS et un box de stockage verrouillé. Ce que les propres documents de Castellon appelaient sobrement un schéma de contrôle coercitif, un terme que je n'avais jamais, pas une seule fois, entendu s'appliquer à mon propre mariage.
Jusqu'à ce qu'une étrangère portant un insigne, le prononce à voix haute, et le rende bien réel. Il avait passé 6 ans, à s'assurer que personne ne regarde de trop près. Ce qui était arrivé à Adeline. Cette nuit-là, 200 personnes l'ont fait, et, par la suite, tout le monde l'a fait également. 8 mois plus tard, un grand jury a inculpé Ahmet pour des chefs d'accusation de fraude à l'assurance, d'entrave à une enquête sur un décès, et après que l'équipe de Petra Lindqvist a retrouvé la trace de 2 autres demandes de police de sport d'aventure accélérée qu'il avait déposées dans les 18 mois précédant la mort d'Adeline. Un chef de meurtre au 2e degré. Le sergent Foster Aldouin, aujourd'hui à la retraite, a fait une déposition, admettant qu'il n'avait jamais, pas une seule fois, vérifié si les gilets de sauvetage à bord du propre voilier des Vance avaient réellement été utilisés ce jour-là. L'inspectrice Castellon m'a confié que c'était l'aveu le plus difficile qu'elle ait obtenu de quiconque en 16 ans d'affaires classées. J'ai réemménagé dans le petit appartement, au-dessus du bureau de la marina. Celui que je n'avais jamais vraiment réussi à abandonner, même après 3 ans à une adresse Vance. Marisol passe me voir, presque tous les dimanches maintenant. Nous ne parlons pas toujours de sa sœur, ce qui, je finis par le croire, est une sorte de progrès en soi. Chaque samedi matin, je donne un cours gratuit de voile pour débutants, sur ce même quai. Où Ahmet s'était un jour moqué de lui-même, pour ne pas savoir différencier un nœud de taquet d'un nœud de chaise. 6 enfants se sont présentés la première semaine. Tous issus du fonds de bourse d'études, que la fondation a discrètement renommé. Une fois que le conseil d'administration a compris exactement d'où provenait son capital de départ. Chacun d'eux porte un gilet de sauvetage, qui a réellement été porté, attaché, vérifié 2 fois. Et taché de sel par l'océan, dès le mois de juin. Le genre de gilet, qu'Adeline Devrevance n'a jamais eu la chance d'enfiler.